pense qu'il y a des moments où tu poses des doutes quand tu fais des choix stratégiques. L'argent qu'on prête, celui que vous nous confiez, on veut vous dire ce qu'il a financé. Et de plus en plus des seniors qui, dans une phase d'épargne, à partir d'une cinquantaine d'années, si je suis en phase d'épargne, qu'est-ce que je prépare ? Tu restes pas 30 ans dans un modèle coopératif et dans des banques coopératives à porter ces sujets-là sans avoir un engagement. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Pouillet, directeur général du groupe Crédit Coopératif. À la tête d'une banque coopérative de référence, pleinement engagée pour financer l'économie réelle et les transitions sociales et environnementales, il pilote un plan stratégique ambitieux baptisé 100% engagé qui conjugue impact et performance. Ces sujets du moment, accélérer l'offre de financement engagé, mesurer l'impact de manière crédible et tenir le cap de l'exemplarité, tout en répondant aux besoins très concrets des entreprises, associations et territoires. Je suis très heureux de le recevoir. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en te présentant un peu le début, comment tu as grandi, ton environnement familial et puis qu'est-ce qui a structuré ces choix ? Je suis auvergnat, je suis né à Clermont-Ferrand, je suis né là-bas et d'une famille qui, si je suis remonté 2 générations en arrière d'une grand-mère qui était une réfugiée de guerre. Donc quand on parle de mouvements comme ça interpelle quelque chose. D'une autre grand-mère qui accueillait des réfugiés espagnols. Et je crois que ça structure certainement des choses, ça structure de manière d'être une famille où on était bien, où mon grand-père était artisan, ma mère nous a globalement élevés tout seuls. Donc une attention à ce que l'on est, une attention à ce que l'on fait. Et ça a mené à faire des études sur place, parce que financièrement c'était ce qu'on pouvait faire. Et je crois que la République permet ça. Et c'est une vraie chance de dire quand on a des moyens qui sont un peu limités, on a une capacité à faire des études jusqu'au plus haut niveau, de faire une école d'ingénieur et comme ça de délivrer. Donc c'est vrai que ça amenait pas directement à la banque, ça amenait à se projeter dans du concret. J'étais plutôt un esprit logique et à vouloir faire donc du coup du système d'information et intégrer de facto une banque au moment où c'était le début de la transformation des banques dans l'IT et où on commence à se poser des questions, de se dire qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête ? Et donc c'est la Banque de France qui à l'époque s'est dit ça serait bien que vous nous expliquiez comment vous continuez si vos systèmes d'information s'arrêtent. Et donc moi j'ai été recruté à ce moment-là en s'interrogeant pour plusieurs banques à se dire comment vous montez des plans de continuité. On était au début des plans de continuité d'activité des banques. Exactement ça. Okay. Et on était sur on fait des microfiches, on fait des listings, on fait des choses comme ça. On était tout début. On a des systèmes qui peuvent reprendre en 3-4 jours. Et j'ai l'impression de parler c'est le moment du Minitel pour les pour les plus anciens. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans la banque, c'est comme ça que je me suis intéressé à ce qu'était la banque et la manière dont elle avait un rôle dans la société, dont elle pouvait agir sur les choses. Et donc de l'IT, au bout de quelques années, j'ai basculé sur la conduite du changement, la manière dont on emmène les femmes et les hommes, parce que quand tu travailles sur son fonctionnement, mais très rapidement, tu dis il y a deux facteurs importants dans une banque, c'est son outil de production, son système d'information, les femmes et les hommes qui l'animent, et pourquoi faire. Donc je suis allé sur les femmes et les hommes, les transformations d'organisation, les fonctions ressources humaines par la suite, et puis du business, parce que je me suis bien rendu compte que c'est comme ça qu'on avait un lien sur le concret, sur le réel, l'envie de faire. Tu sais, quand je parlais tout à l'heure d'un grand-père artisan, quand je parlais d'une famille qui est engagée dans le travail, que j'ai accompagné tout le temps, c'est de se dire comment on fait les choses, comment on les concrétise, comment on permet de faire les choses, et puis une fonction à BPCE pour diriger tout le développement des caisses d'épargne, et puis depuis un peu plus de 2 ans, la direction générale du Crédit Coopératif. Donc c'est comme ça que j'ai construit ce parcours. Tu es resté dans le parcours, tu es resté dans le groupe BPCE toute ta carrière. Ouais. Je suis resté dans le groupe BPCE et en changeant énormément d'emplois. Ouais. Tu parlais des formations tout à l'heure. Je crois que c'est la force aussi d'un groupe coopératif comme ça, de te dire on te prend comme ingénieur et puis tu fais un parcours à l'ESSEC et puis on te finance un parcours à Sciences Po pour aller faire la finance de marché, la finance d'entreprise, et puis tu as des parcours dirigeants qui sont montés avec HEC et puis on t'accompagne comme ça par étapes. Si tu acceptes la mobilité, si tu acceptes la prise de risque, si tu acceptes le challenge, tu as des étapes et on peut te construire une carrière. Honnêtement, rien ne me prédestinait à diriger une banque il y a quelques années de ça. Tu étais ambitieux quand tu étais jeune ?
Ouais, j'ai envie de faire des choses. Ouais. Ouais, vraiment envie de faire des choses, envie de réaliser. Je sais que tu t'interroges souvent sur la question dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on devient entrepreneur quand tu rentres dans une banque? Non, pas forcément, mais c'est vraiment cette proximité avec les entrepreneurs, avec ceux qui font. Euh, je crois qu'une banque, on est souvent décrié, et dans l'esprit que j'en ai, une banque, ça permet de rendre les choses possibles. C'est-à-dire que si on se remet en arrière, quand tu n'avais pas de banque, soit tu avais un patrimoine, et tu pouvais t'acheter un logement, soit tu n'en avais pas, et jamais. Soit tu avais un patrimoine, et tu pouvais développer ton business, soit il fallait que tu trouves de la tontine ou quelque chose pour pouvoir le faire, mais si tu n'avais pas, c'était compliqué. Et tout le développement de la banque, et spécialement des banques mutualistes, coopératives qui sont développées comme ça a permis de rendre les choses possibles et de permettre à la fois une mobilité sociale, une mobilité entrepreneuriale, et cette proximité avec les entrepreneurs, et cette manière pour moi de conduire dans mes fonctions de dirigeant, en étant membre du directoire, mais maintenant dirigeant de banque, de les accompagner et de dire on partage quelque part un destin commun, ça je vous permet de faire vos projets, de les accompagner. Et moi je prends le risque et j'embarque le risque de la banque. Je trouve qu'on a un alignement d'intérêt, c'est tout l'intérêt de nos banques d'avoir cette proximité, cet alignement, je crois. Est-ce qu'entre guillemets c'était tracé, donc ton ambition était de prendre des responsabilités pour les responsabilités? Est-ce que c'est des rencontres, des mentors? Enfin, qu'est-ce qui a fait selon toi que si tu regardes un peu dans le rétroviseur là, et qu'on prend 5 minutes d'introspection, qu'est-ce qui a été fondamental dans cette évolution et dans ce parcours? Je crois qu'il y a la volonté de travailler, la volonté de faire des choses, bien sûr. Pas forcément d'atteindre, d'avoir une projection de carrière comme ça, mais de se dire tiens, c'est quoi l'étape d'après, qu'est-ce que tu veux faire, et d'accepter de prendre des risques. Et des patrons qui, et j'en ai plusieurs à l'esprit, qui te disent bah, tiens, c'est bien ce que vous faites, c'est quoi le coup d'après, comment vous projetez, comment on peut vous accompagner, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et tu réfléchis, tu dis tiens, mais je suis prêt à faire ça, est-ce que vous me suivez, est-ce que vous me suivez pas, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Des fois t'as des soutiens, des fois on dit un peu tôt, et je trouve que c'est cette capacité à te projeter, à prendre du risque. Il y a un moment, je vais reprendre une étape, quand je suis patron, membre d'un directoire en charge de toutes les fonctions support d'une banque, et je dis je vais aller vers le business, je vais voir mon patron et je dis bah, écoute, ça serait bien que je passe sur le business, et je propose de faire 2 ans de formation à Sciences Po parce que j'ai besoin de comprendre la finance d'entreprise, la finance de marché, comprendre exactement tous les sous-jacents. Lui, il fait un pari, moi je prends un risque. Je veux dire, j'aurais pu continuer ma carrière dans des fonctions, mais c'est aussi ce qui amène l'intérêt des choses, ce qui amène la projection. Enfin, en tout cas, c'est ce challenge et cette envie d'apprendre, de faire qui me pousse. Ouais. T'as pas eu peur à certains moments dans ta carrière, justement, dans ces changements de voie, dans ces changements de poste? T'as eu des interrogations de cette nature? Il y a un patron qui me disait plus tu montes dans les arbres, plus les branches sont fines. Et je trouve que l'image est assez intéressante en se disant oui, tu te mets en risque, forcément tu te mets en risque. Parce que tu te poses cette question de ta zone de confort, de sortir de ta zone de confort, de faire ce pas-là. Tu sais, c'est l'homme qui marche. Quand tu fais ce pas en avant, tu te mets forcément en déséquilibre. Donc forcément, tu as cette prise de risque. Il y a des moments où tu te dis mais est-ce que c'est raisonnable? Et je vais reprendre une autre image, pardon, de ces images. C'est quand tu es en ski et que tu es en haut d'un goulet, tu dis je me suis préparé, je suis bien équipé, etc. Puis à un moment où tu donnes l'impulsion, tu t'engages et tu dis bah, de toute façon, on y va. Et ce moment de décision, il est important. Et c'est vrai que ce moment-là, je le mûris, je le pèse, je me pose cette question-là de se dire t'es prêt? T'as confiance, t'as la forme, tes skis sont bien, tu t'es entraîné. Et par contre, une fois que t'es parti, quoi. Et tu sais que tu pourras pas t'arrêter. Et tu te poses cette question de l'impulsion. Ouais, c'est des vrais moments de question. Et parce que t'engages pas que toi, t'engages ta famille, t'engages tes équipes, parce que tu vas arriver à la tête d'équipe pour dire tiens, c'est lui qui t'est nommé, il connaît pas forcément, il n'a pas l'expertise, pourquoi on l'a nommé lui, comment il va faire, comment il va nous emmener et où il nous emmène, quoi. Tu as besoin de créer cette confiance-là en plus. Comment tu crées la légitimité? Parce que finalement, quand tu diriges, tu peux montrer des doutes, tu peux montrer des craintes, les partager. Est-ce que même tous les dirigeants ont des doutes? Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement commun et finalement les dirigeants sont comme tous les autres, à des moments dans leur carrière, ils ont des doutes, voire même quand ils dirigent, ils ont des doutes dans leurs décisions. Tu as connu des doutes assez forts dans cette évolution jusqu'à la direction générale du Crédit Coopératif? Il y a des étapes qui sont
quand tu restes dans un même style d'écosystème, quand tu restes dans une banque, tu restes dans un écosystème que tu comprends et que tu maîtrises. Quand j'ai pris la direction du développement des caisses d'épargne, donc tu rejoins BPCE, membre du comité de direction de BPCE et que tu diriges le développement des caisses d'épargne, tu changes de taille et waouh, il y a un effet où tu es vraiment en doute et en même temps tu ne peux pas afficher de doute. Tu es en doute de savoir si tu pourras porter les projets, tu es en doute de la complexité du job, la complexité de la structure, et tu es embarqué. Et il y a un moment où, quelque part, le doute, il faut faire avec, et puis il faut avancer. Je veux dire, tu as cette impérieuse nécessité d'avancer et d'emmener tes équipes. Donc, même si tu as ce questionnement-là, c'est même si tu te poses la question quand tu es en week-end et que tu réfléchis sur la manière dont tu te projettes la semaine, comment tu projettes les semaines qui viennent, alors tu vas interroger, tu vas demander du feedback, tu vas demander un certain nombre de choses, mais il y a un moment, l'image que tu dois porter, elle ne doit pas être une image de doute. Je pense qu'il y a des moments où tu poses des doutes quand tu fais des choix stratégiques. Je trouve que c'est important que quand tu poses des questions stratégiques, quand tu poses des décisions sur lesquelles tu ne peux pas revenir, tu laisses exprimer le questionnement. En tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire avec les équipes en disant on a ce projet-là, je l'envisage comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Si tu n'ouvres pas une perspective de doute, il faudra que tes équipes soient extrêmement fortes pour dire écoutez, j'y crois pas. Et en tout cas, j'essaye d'ouvrir les sujets à chaque fois qu'il y a des sujets comme ça pour dire je pense qu'il faut faire ça, et je pense qu'il faut le faire comme ça, à ce prix, dans ces conditions-là, comme ça. Et d'ouvrir le sujet. Je donne une orientation, c'est important de donner cette orientation, mais je trouve que c'est important de laisser ton équipes, premier cercle te renvoyer un feedback. Si tu dis oui, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, il faut qu'ils soient un peu musclés en face pour dire chef, j'y crois pas, quoi. Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé dans ce projet et dans ce rôle ? Et qu'est-ce qu'on est allé chercher chez toi pour aller spécifiquement t'occuper de cette branche ? Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est la particularité du crédit coopératif. C'est de se dire, c'est une banque qui est engagée, qui porte un projet d'accompagnement des transformations, d'accompagnement d'acteurs qui sont en transformation, et de le faire sur une banque nationale, de le faire avec une équipe qui a marqué cet engagement durable et qui avait un moment où je pense, en tout cas c'était la mission qu'on avait partagée avec le président et puis avec le groupe, de se dire il y a un chemin de développement à construire, il y a un chemin de nouvelles impulsions et de nouvel engagement à porter. Et je trouve que se dire, ça fait du sens, tu es aligné avec ce qui est porté en se disant on a des sujets de société, on a des sujets de transformation, on a des sujets d'engagement à porter, et tu as une entreprise qui a cet ADN-là, cette volonté-là, et comment on lui permet d'accélérer. Et je trouve que ce challenge-là, il était extrêmement intéressant, quoi. Puis le faire avec une équipe qui tient, qui porte ce même ADN, c'était vraiment très intéressant. Les banques coopératives, c'est des banques de temps long. Soit elles agissent au cœur d'un territoire, quelle qu'elle soit, Banque Populaire, Caisse d'épargne, d'autres. Et là, on agit plutôt sur des verticales, sur des projets, sur l'expertise, et on a le sentiment de pouvoir faire et de pouvoir amener et d'accompagner une transformation. Et c'était très, très enthousiasmant. Tu as commencé par décrire le crédit coopératif comme c'est une banque engagée. Comment ça s'incarne ? Qu'est-ce que ça veut dire être une banque engagée ? Si je dois le faire très court, je vais dire que c'est une banque qui fait des choix. Il y a un peu de manière de faire de la banque. Il y a une manière de dire je suis une banque universelle et je vais financer ceux qui ont besoin de moi et je ne trie pas. Et le choix du crédit coopératif, ça a toujours été de dire au contraire, on va faire des choix. C'est-à-dire qu'on va faire le choix de ne pas financer certains secteurs. Tu as des exclusions. On a des exclusions, on ne finance pas les extractions, on ne finance pas l'extraction pétrolière, on ne finance pas les productions de pesticides, on ne finance pas les jeux d'argent, etc., etc. Donc on a vraiment une doctrine d'engagement, on ne finance pas l'armement, on pourra en discuter. Et ça vient de très très loin. Donc on a défini ce qu'on était, on a dit que l'on voulait avoir l'empreinte carbone de nos financements parmi les plus faibles de celles qui existent, et on est aujourd'hui la plus faible et on va travailler pour le continuer. Et donc de se dire, on va flécher notre liquidité, on va flécher notre capacité à prêter sur des secteurs qui vont permettre à des acteurs de réaliser des transformations. Et donc, on ne va pas s'ouvrir à tout le monde, on va au contraire
avoir une lisibilité de ce que l'on fait et une collecte auprès de nos clients pour leur dire votre argent il va servir à ça. Et sur ceux qui ont besoin d'emprunter, leur dire écoutez, oui, on vous accompagne parce que vous êtes en ligne avec ce que l'on veut porter. Ça a toujours été l'ADN du crédit coopératif. L'ADN du crédit coopératif, à l'origine, c'était de financer les coopératives. Donc c'est une banque coopérative, une coopérative bancaire qui est vraiment née il y a 132 ans en se disant le monde des coopératives, donc les reprises, que ce soit des coopératives ouvrières de production, que ce soit des coopératives de consuméristes ou autres, n'avaient pas de moyens de se financer. Or, les apports des coopérateurs qui n'étaient pas suffisants, donc il fallait trouver des banques qui veuillent les accompagner. Donc ce développement-là, il s'est fait par les coopératives maritimes, coopératives ouvrières, les SCOP, etc., etc. Et puis progressivement, ça s'est étendu à l'économie sociale, donc tout le secteur associatif, tout le secteur des fondations. Puis, par croissance progressive, à ce qui a été l'industrie, donc ce qu'on appelle la création d'emplois, la création vraiment d'activités au cœur des territoires. Et donc ça a été pendant très longtemps une banque d'entreprise, une banque de l'économie sociale et une banque de tout le secteur qu'on connaît un peu moins parce qu'il se met pas en avant comme ça, tout ce qu'on appelle le commerce associé. Le commerce associé, ce sont des indépendants qui se mettent en coopérative pour partager leurs achats, leurs moyens. C'est les groupements Leclerc, c'est les groupements Intermarché, c'est Système U, Intersport, Sport 2000, Chris, enfin je peux vous t'en citer plein. Et on les a raccompagnés parce qu'il y avait cet ADN de coopérative. Et puis il y a une vingtaine d'années, par la proximité avec les sessions de gestion des personnes majeures capables, majeures mais sous protection. On a accompagné les majeurs sous tutelle, et puis une clientèle de particuliers en reprenant GMF Bank. Et donc aujourd'hui, on se développe beaucoup avec des particuliers qui veulent donner du sens à leur argent. C'est plus de 250 000 clients et qui nous financent nos 60 000 personnes morales. Ton propre engagement, toi, il est né à quel moment et de quelle façon ? Tu te considères comme un dirigeant engagé aujourd'hui ? Oui, je pense que tu ne restes pas 30 ans dans un modèle coopératif et dans des banques coopératives à porter ces sujets-là sans avoir un engagement. Enfin, alors on peut le trouver de manière différente, mais à minimum de ces clientèles de proximité, de leur développement. Et là, très clairement, de permettre à ces acteurs qui portent la transformation de le faire. Et mon engagement personnel, il a finalement pour but de leur permettre de le faire. C'est pas moi qui fais. La banque, elle fait pas. La banque, elle est là pour permettre à ceux qui ont ces projets de le faire. Et c'est comme ça qu'on peut accompagner des gens dont je partage ou pas le projet, mais en tous les cas, qui n'est jamais orthogonal aux grandes valeurs qu'on défend, d'accompagner l'humain, d'accompagner la transformation, d'être engagé dans une vision, dans une trajectoire carbone qui est décroissante, enfin pas décroissante en termes économiques, mais décroissante en termes de consommation, de génération de carbone. Et donc ça c'est important. Je crois que c'est aussi de dire comment on s'assure qu'on garde de l'activité dans nos territoires, comment on protège et on permet d'envisager au mieux un monde de demain pour nos enfants. Oui, c'est vraiment cette volonté-là. Tu as parlé d'exclusion. Comment est-ce qu'on se pose ces questions-là et comment est-ce qu'on décide, qui est quand même un acte fort quand on est banquier, de dire on accepte et on choisit de se fermer potentiellement un pan du marché et donc un axe de développement ? C'est un sujet qui vient de loin. Dans les clientèles du crédit coopératif, il y a un bon nombre de communautés religieuses. Et les communautés religieuses, il y a une quarantaine d'années, on dit notre argent ne doit pas détruire la vie. Et c'était l'époque des mines antipersonnelles dans le sud-est asiatique. Et ils ont dit comment vous nous garantissez que l'argent que l'on vous dépose, il aura plutôt une action bénéfique et qui n'ira pas contre les femmes et les hommes, et notamment contre les mines antipersonnelles. Et c'est né de là, en disant on doit être vigilant à ça, et l'armement, à ce moment-là, dans cette vision-là, a été exclu en disant on a une difficulté à trier dans l'armement, et on a exclu l'armement et on a continué cet engagement-là, et il correspondait à une vraie demande de nos sociétaires et qui a du coup s'est élargi à d'autres populations que celles des religieuses ou des communautés religieuses, à des gens qui pouvaient être plus engagés politiquement ou qui portaient un combat de pacifisme. Et donc d'autres sociétaires se sont retrouvés à l'intérieur. C'est vrai qu'entre-temps,
le monde a changé, et on se pose la question de la souveraineté et de la défense versus l'armement. Donc ça nous amène à nous reposer la question. Se dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme tu le dis, la question, elle vient de nos sociétaires, et elle vient de nos collaborateurs. Et dans les deux sens. En disant, mais vous imaginez pas qu'on puisse revenir sur ça, c'est un marqueur de notre ADN depuis 40 ans, on ne peut pas le changer. Et d'autres qui disent, le monde a changé, on ne peut pas rester statique. Et donc, on le réfléchit avec notre conseil d'administration, on va le réfléchir avec nos sociétaires en se disant, comment on bouge parce que le monde a bougé. Parce que de dire qu'aujourd'hui on ne finance pas l'armement, ça veut dire qu'on ne finance pas non plus la défense, donc la souveraineté de notre territoire, notre capacité à affirmer ce que nous sommes et apporter le soutien qu'on peut avoir à la France, à notre nation. Et je crois que c'est un point important. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. On va être amené à bouger. On va être amené à se poser la question du financement conventionnel, des armes conventionnelles ou non conventionnelles. On va être amené à se poser la question très certainement de donner une traçabilité, une transparence, en disant il y a peut-être des clients qui diront quoi qu'il en soit, je ne souhaite pas que mon argent finance la défense, et que d'autres pourront dire moi au contraire je le souhaite. Et comment nous, en tant que banque engagée, on est capable d'apporter cette transparence-là en disant écoutez, moi sur ces produits-là, il n'y a pas un euro qui ira, ou au contraire, j'irai sur un soutien à l'industrie, et on est une banque qui soutient l'industrie, qui accompagne l'industrie mécanique, etc. On est proche de l'UMM, on est proche de la FIM, etc., etc. Et donc, il y en a une part qui ira à la défense, et donc vous aurez des produits qui soutiendront ces activités-là. Mais je crois qu'il est important de donner la lisibilité. Je pense que les gens ont cette maturité-là pour comprendre le sens de leur argent. On essaye vraiment de travailler sur ce sens-là, sur cette manière de donner cette transparence au circuit de l'argent, de dire aux gens, attendez, l'argent qu'on prête, c'est celui que vous nous confiez, on veut vous dire ce qu'il a financé, on donne ce circuit d'argent, on fait beaucoup d'études avec Via Voice, on fait tous les ans des interrogations comme ça sur le sens de l'argent. Est-ce qu'on peut dire que finalement être un dirigeant, c'est aussi être capable de questionner des choses qui comme ça ne pourraient paraître pas questionnables, typiquement l'ADN historique du crédit coopératif, et finalement d'avoir le courage de potentiellement remettre en question des choses comme ça à partir du moment où le monde a changé. Donc de faire preuve d'objectivité en fait. Je pense qu'il faut le faire. Ouais. Je pense que c'est toujours des sujets qui sont complexes à prendre parce que en dirigeant d'une entreprise, j'en suis pas propriétaire, j'en suis le passeur. Et donc quelque part, je suis dépositaire d'une histoire, d'un ADN qui a été construit. Je suis là pour poursuivre ce chemin-là et je passerai un jour. Et comment j'amène des évolutions qui ne sont pas forcément des révolutions, mais qui doivent s'accompagner et être comprises par l'ensemble des parties prenantes. C'est les clients, c'est les sociétaires, c'est les collaborateurs. Et je pense qu'on est plus là dans parfois des inflexions peut-être un peu fortes. Et là, typiquement, c'en est une, sur la manière de voir les choses, parce que on n'est pas dans une bulle, on est forcément dans un environnement qui bouge. Il faut qu'on s'adapte à cet environnement qui bouge. Et par contre, il faut le faire avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'écoute, beaucoup d'explication, et d'aller chercher un accord, en tous les cas un fait majoritaire, et essayer d'amener ces transformations parce qu'elles font sens en tous les cas. Tu parlais de la traçabilité. Est-ce que c'est devenu quelque chose de fondamental, une préoccupation maintenant pour les clients ? C'est quelque chose de fondamental dans notre clientèle. Aujourd'hui, la clientèle qui rejoint le crédit coopératif, et notamment les particuliers, ils le font parce que on a pris ces engagements à la fois d'empreinte carbone, à la fois de secteur d'exclusion, d'absence de financement de paradis fiscaux ou autres, enfin, de vrais engagements, et de se dire je suis aligné avec ces engagements-là, et de se dire mon argent ne sert pas à des causes que je ne veux pas servir. Je crois qu'on a une vraie demande, et notamment des clientèles les plus jeunes, qui ont cette attention-là. On a été sollicité par quelques grandes écoles, par des B2 de très grandes écoles, qui disent comment vous pouvez nous offrir cette réponse-là, comment on peut être sûr que. Et je crois que cette conscience-là, cette volonté-là de se dire oui, c'est bien l'argent des déposants qui sert au financement des prêts, donc qui finance l'économie, donc qui flèche quelque part une capacité à développer, il est important. Et se dire qu'on est attentif à l'empreinte carbone et à ce que sont les projets qu'on finance, c'est vraiment majeur. Il y a
Il y a des fintechs qui le font. Nous, on le fait depuis des années. Un bilan bancaire, on a un bilan bancaire qui a une duration de 9 ans. Donc, quand on a un bilan de 18 milliards, forcément, il faut le temps. Et quand je dis qu'on avait mesuré à Carbone 4 à 120 tonnes d'équivalent CO2 par million financé, ça veut dire qu'on a ce temps-là que depuis des années, on le fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Et en tous les cas, l'engagement qu'on prend, c'est de le continuer, d'y être toujours très attentif en ayant comme ambition que 30% de nos engagements tous les ans en 2030 financeront de l'ENR, etc. Ça veut dire qu'on sera un peu plus de 600 millions à l'époque. Dans ce temps-là, dès à présent, c'est plus de 15%. Et tous nos financements aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que c'est aligné avec notre doctrine d'exclusion? Est-ce que c'est compatible avec ce que l'on veut faire? Est-ce qu'il y a un sujet de RSE ou pas? Et à ce moment-là, on demande un avis à notre direction de l'impact pour dire on y va pas. Et on mesure à chaque fois de quelle manière ça se fait. Et pour répondre très précisément, oui, je pense que notamment les jeunes générations, ils sont attentives. Et de plus en plus des seniors qui, dans une phase d'épargne, à partir d'une cinquantaine d'années, si je suis en phase d'épargne, qu'est-ce que je prépare? Qu'est-ce que je prépare pour moi personnellement comme phase d'économie? Comment je structure ma réflexion? Mais comment ça protège, ça prépare les générations futures? Et donc on a un peu ces deux populations-là, une population très jeune, plutôt urbaine, qui se pose ces questions-là, et une population plutôt un peu plus quinquart et suivant qui se pose la question du sens de leur épargne. Est-ce que le fait d'être une banque engagée amène à une gouvernance qui est différente, amène à finalement des tâches pour toi en tant que dirigeant qui sont particulières du fait d'avoir fait ces choix? C'est une vraie... On a besoin d'une verticalité sur ces sujets-là. Donc je pense que ça part d'en haut, ça part du conseil d'administration. Et c'est vrai que le conseil d'administration du Crédit Coopératif, il est composé de représentants des grandes parties prenantes. Donc des SCOP, des coopératives du logement social, du commerce associé, de clients particuliers, on a doublé, on a 4 représentants des salariés, etc. Faire en sorte que notre conseil d'administration représente bien l'ensemble des parties prenantes, celles pour lesquelles on a décidé de travailler et qui portent cette volonté-là, donc qui s'assure en permanence que dans la feuille de route que l'on construit, on ait bien l'équilibre entre notre volonté de nous développer et de porter la banque et cet alignement stratégique sur ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Ça veut dire qu'on a un comité RSE qu'on a institué, qui se réunit 4 fois par an, qui porte tous ces sujets-là et qui nous permet de valider. Typiquement, notre politique d'exclusion, elle passe en comité de RSE. Typiquement, certaines politiques ou réflexions de risque, elles portent par là. La réflexion que l'on a actuellement sur ce qui est notre doctrine d'engagement, donc la manière dont on porte à la fois nos critères d'exclusion et à la fois notre volonté d'accentuer sur certains secteurs, elle passe par ces comités-là. Donc on a toute une comitologie qui s'assure qu'on répond bien à ce que sont les attentes de nos clients et de nos sociétaires, de leurs représentants. Mais c'est aussi à l'intérieur, dans nos process et dans les femmes et les hommes. Et je crois que c'est important, tu le disais, quand on fait des acquisitions, on a peu fait de croissance. Mais en tous les cas, on voit qu'on a toujours un peu de turnover et comment quand quelqu'un, un manager, quand un collaborateur vient d'une structure différente, il amène ses compétences, il dit mais vous êtes différent, en quoi vous êtes différent et comment vous êtes différent et pourquoi vous êtes différent? Pourquoi vous posez ces questions-là? J'aimerais bien financer ça, c'est un bon client. Oui, mais on ne va pas le faire. Mais attends, j'ai un objectif de... Oui, mais attends, ça on ne le fera pas. Et voilà pourquoi on ne le fait pas. Et c'est un vrai sujet d'amener ce sens-là et d'amener cette transformation-là. Alors on réfléchit, on investit beaucoup dans la formation et on réfléchit à ce qu'on appelait une académie, le mot peut-être un peu pompeux, mais en tous les cas de se dire ces valeurs qu'on incarne, il faut qu'on ait une capacité à les porter, notamment pour ceux qui nous rejoignent, notamment dans les premiers mois, dans les premières années, comment on s'assure que tout le monde ait bien cet alignement-là. C'est un peu un combat permanent. J'étais avant-hier, hier, en proximité avec à la fois des représentants des managers et à la fois avec des représentants des sociétés, les faire travailler ensemble, donner ce sens-là, que chacun apprenne à comprendre quelles sont les contraintes des autres et pourquoi on le fait, pourquoi on se pose ces questions-là. C'est un point important, c'est un combat permanent en tous les cas. Est-ce que finalement ton positionnement avec le crédit coopératif et les choix que vous avez faits de banque engagée, j'imagine, doit être un vecteur de sens pour les collaborateurs qui vous rejoignent, qui doit être très fort? Les financeurs ont un vrai pouvoir et donc une vraie responsabilité. C'est-à-dire que de se dire je finance ou je ne finance pas, j'accompagne ou j'accompagne pas, c'est quelque chose qui va faciliter ou qui au contraire va restreindre, va décourager.
Et je pense que à la fois dans la décision et à la fois dans l'engagement des liquidités, on a vécu un monde dans lequel il y a eu énormément de liquidités. On a un peu moins de liquidités. Et donc, il y aura des choix de banque de dire je finance plus ou moins tel ou tel secteur, et par l'octroi de liquidité, il favorisera le développement. Et donc, je pense que, je ne sais pas si c'est un pouvoir, en tout cas, c'est une vraie responsabilité de se dire ce que l'on veut faire. Ce qui est important, c'est de dire, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, que c'est un pouvoir par procuration. Je ne le vis pas comme un pouvoir que je détiens moi, je le détiens parce qu'à la fin, in fine, c'est sous ma délégation qu'on décide ou qu'on ne fait pas, mais de faire ou de ne pas faire, mais c'est la décision de nos sociétaires. C'est que dans un modèle coopératif, c'est bien ce que me demandent ceux qui m'apportent de l'argent, qui sont mes clients, mes sociétaires, et leurs représentants, qui disent voilà ce que l'on va faire, voilà comment on va le faire. À moi de les éclairer, à moi d'amener ce chemin-là, mais la décision, elle vient bien de ceux qui amènent la ressource et qui permettent de faire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il ne me viendrait pas l'idée de prendre des changements d'orientation qui seraient orthogonaux à ce qui a pu être pensé ou vu et qui seraient non respectueux de cela. Donc je fais bien par délégation de ces porteurs-là. Et je pense que je le redis, c'est une vraie responsabilité. Et je pense qu'on a tous une vraie responsabilité là-dessus. C'est-à-dire que permettre que ce soit, alors c'est moins le cas des banques, mais en capital risque, que ce soit en financement, que ce soit en accompagnement, sur des activités qui vont préparer un avenir qui est plus soutenable, qui est plus durable, qui est plus accueillant pour la population future, c'est fondamental. Et on aura à le faire, on aura à trouver les projets, on aura à les accompagner, à s'assurer qu'ils soient solvables et qu'on trouve les solutions pour les maintenir. Après, est-ce que ça facilite, sur ta deuxième question, nos recrutements ? Oui, en partie. Oui, en partie, puisqu'on a des collaborateurs qui nous rejoignent vraiment dans cette vision-là en disant j'adhère à ce que vous faites, j'adhère sur le discours que vous avez et sur les preuves que vous apportez. Et je veux prendre ma part à cela, je veux le faire. Et on le voit sur beaucoup de fonctions. On le voit sur des fonctions d'expertise, on le voit sur des fonctions régaliennes de la banque, on le voit sur des fonctions de front où il y a cet engagement-là, il y a cette volonté-là. Donc ça rend certainement plus facile le recrutement. Ça ne veut pas dire que le recrutement est facile, mais parce que le recrutement dans la banque est aujourd'hui un peu plus difficile. Il y a une perte d'attractivité du secteur. Oui, je pense qu'il y a une vraie perte d'attractivité du secteur. Il y a eu je pense que le secteur a été très décrié à un moment. Et donc on a eu une perte d'attractivité. Quand il y a quelques années, on faisait des présentations dans des universités prestigieuses, on venait faire des présentations sur la banque. Oui, il y avait des gens qui étaient intéressés. Aujourd'hui, c'est presque caché de dire tiens, oui, ça m'intéresse. Non, mais il y a un sujet de société et c'est à nous de dire oui, ça a un sens. Oui, ça a un sens parce que tu le disais, on a un pouvoir d'accélérer, de faire changer les choses, de permettre à ceux qui veulent changer les choses de le faire. Mais il faut en être conscient, c'est des gestes un peu de tous les jours, c'est des micro-gestes dans les décisions, etc. Et puis il y a une activité qui est classique, mais il y a toute une activité qui permet de changer les choses et c'est à nous d'expliquer et de le rendre peut-être palpable. Dans ton rôle de dirigeant, comment est-ce que tu fais le poids de la responsabilité ? Et qui plus est dans une grande banque, qui plus est, comme tu dis, que finalement tu places l'argent de tes sociétaires, de tes clients. Est-ce que tu es stressé ? Voilà. Comment tu gères la pression ? On est l'un des métiers les plus réglementés. Et c'est normal qu'on soit l'un des métiers les plus réglementés parce que la responsabilité que l'on a vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis des marchés dans lesquels on intervient, c'est normal qu'on ait cette réglementation-là et ce cadre-là parce que notre rôle dans le pays est important et à ce titre-là, je trouve que c'est bien qu'on soit réglementé. Ça veut dire qu'il y a une pression normative qui est très forte. C'est parfois un facteur, si je fais le lien avec le point précédent, de désamour de certains collaborateurs qui disent on a beaucoup de normes, de règles, etc. Oui, mais c'est ce qui nous assure de faire bien notre métier. Et quel qu'elle soit, on pourrait revenir si tu veux. Et ça encadre le risque que l'on prend. Donc oui, mon attention, elle est d'être vigilant à ce que l'ensemble des risques soient bien couverts, soient bien protégés, qu'ils aient bien été identifiés et qu'on s'assure de ça. Et ça, c'est toujours un point d'attention.
c'est aussi de plus en plus un risque réputationnel. C'est-à-dire qu'on voit que plus on est engagé, plus on prend cette affirmation-là, plus le risque réputationnel vis-à-vis d'ONG, vis-à-vis de parties prenantes qui disent « mais vous avez fait ça, est-ce que ça rentre bien dans votre doctrine ?» Oui, non. Donc quand je dis qu'on regarde nos engagements, là je parle de nos engagements bancaires, de décider des octrois de crédit, qu'on regarde bien qu'ils sont alignés avec ça, c'est un point d'attention parce que je trouve que c'est un nouveau point de risque et c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et puis c'est de mesurer l'ensemble des risques maximum qu'on peut prendre. Donc on est très attentif à ça, qui garantissent la pérennité de l'entreprise, son développement raisonnable et bien dont ça se passe. Alors est-ce que ça amène un stress chez moi? Ça amène une vraie attention, mais je suis à la fois quelqu'un qui je pense est très, très engagé, à la fois je pense un peu stressé. Mais c'est depuis des années. Hein, c'est pas c'est pas que pour ça. Et oui, c'est important de s'assurer de ça, de s'assurer que les projets que l'on conduit se passent bien, que les femmes et les hommes qui sont engagés se sentent bien dans cet engagement-là et que les activités qu'on délivre soient couvertes par les mécanismes de protection qu'on a portés. Ouais, c'est fondamental. Après, tu as dit comment je gère ce stress-là. Je le gère plutôt le week-end. Mais là, on revient sur d'autres activités, sur du trail, sur de la sortie nature. Tu arrives à couper? J'essaie le plus possible d'être focus sur la semaine et d'essayer de couper un peu plus le week-end. J'essaie de prendre du temps pour moi. Et je parlais de courir, de faire du trail, etc. C'est un vrai moment où le cerveau passe dans un autre mode et commence à éclaircir les choses et à les tamiser. Je sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas l'expliquer physiologiquement, mais on a cette routine-là du dimanche matin de dire je passe 1 heure et demie à courir, à réfléchir, etc. Et tu vois que ton cerveau, progressivement, les idées se décantent et les problèmes qui n'avaient pas trouvé de solution pour un certain nombre trouvent assez naturellement des solutions. Quelle est ton ambition pour le groupe? Le premier objectif, c'est d'assurer la solidité de la banque. Donc de renforcer sa création de valeur. Et c'est un point important parce que c'est ce qui permet d'assurer le reste. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a de la création de valeur qu'on est capable de continuer à se développer, qu'on est capable d'avoir une action philanthropique, qu'on est capable d'avoir un soutien. Et c'est pas dans l'autre sens. Et donc, de se dire que l'ensemble de l'entreprise doit être orienté vers une création de valeur durable, c'est un point important. Et d'expliquer pourquoi il vient en premier, parce que c'est lui qui permet le futur. C'est un premier changement. Et après, c'est d'assurer le développement, tel que je l'ai dit, du crédit coopératif. Je crois que on a à accroître notre notoriété. Je pense que ce qu'on fait est vraiment très positif. Il faut le faire savoir. Donc, j'ai une super équipe pour m'aider à le faire savoir et le développer, etc. Ça doit nous permettre de gagner en clientèle, etc. Et de répondre aussi à ce qui peut être une banalisation du discours, où tu te rends compte que certains discours deviennent très généraux, tout le monde veut faire le bien, etc. Je pense qu'on ne le fait pas du tout tous de la même manière. Il faut être capable d'expliquer comment on le fait différemment. Et dans cette phase de banalisation, on a quelque chose à dire, à écrire, faire en sorte que du coup, les clientèles qui nous rejoignent, elles portent cette volonté-là et cet engagement-là. Et donc, on a un certain nombre d'indicateurs, à la fois de développement, de fonds de commerce, à la fois d'engagement et de mesure de cet engagement-là et des résultats, avec des KPI très, très clairs qui nous diront, ouais, tiens, on a transformé les choses. Donc, c'est pas faire de la croissance pour faire de la croissance pour l'ego, c'est plus pour l'impact. Oui, c'est ça. Ça me changera pas ma vie personnelle. Par contre, on aurait plus d'impact, on aurait plus d'efficience, on aura plus de moyens d'action. Et je disais tout à l'heure, on est des passeurs, donc je passerai un jour l'entreprise à quelqu'un qui poursuivra ce développement. Et je voudrais la passer et qu'elle soit un peu plus forte, qu'elle soit encore plus mature dans ces engagements-là. Est-ce que tu t'es posé la question dans tes postes de direction de se dire il faut que je sache à quel moment justement il est temps de passer à quelqu'un qui potentiellement fera mieux? C'est des questions que tu te poses, toi, ou que tu t'es posé dans ta carrière? Oui, je pense qu'il y a plusieurs sujets dans ta question. Ça peut commencer à poser la question de l'âge. C'est quoi l'âge? C'est quoi le moment où tu dis tiens, si j'ai un autre projet, si je veux faire quelque chose d'autre, à un moment, c'est à quel âge qu'il faut le faire? Ça peut poser ça, et ça pose la question
de la durée dans le poste, dans la durée de nos projets. Et je pense qu'il y a deux limites. Il y a une limite sur le minimum. C'est-à-dire quand on engage un collectif, quand on engage un projet, il y a un temps de présence minimum. Et dans des grands groupes, on pourrait être amené à changer souvent. Et je pense qu'il faut laisser un peu de temps pour installer les choses, pour qu'on ait des constructions de temps long. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Et il ne faut pas que ce soit trop long, parce que je pense qu'on s'endort si on est trop long au bout d'un moment. Il y a une routine, on n'est plus challengé de la même manière, etc. Je ne sais pas où elle est. Mais il y a forcément un moment où je pense que moi je rêverais d'un autre projet, et puis quelqu'un d'autre qui me succéderait, il regarderait les choses différemment, il va amener un autre regard. Il faut qu'on arrive à amener ces changements-là. Moi, je suis sur des mandats de 5 ans. 5 ans. Ouais. Qui permet quand même de faire des choses. Et après, c'est peut-être 2 mandats, mais je pense qu'après, il y a peut-être un temps maximum. Voilà, c'est quelque chose entre ces 2 bornes. Comment est-ce que, dorénavant, tu continues de te former ? C'est très compliqué. Non, mais je n'ai pas de réponse. Voilà, c'est déjà de trouver du temps. Et dans nos agendas, de trouver du temps, de se dire ça. Et oui, on n'est pas en capacité de couper 3 semaines, de couper 4 semaines pour dire tiens, je me fais un parcours de formation à l'IA générative et qu'est-ce que ça peut faire, et je vais faire un exécutif, je sais pas quoi. Ça passe pas et ça serait pas cohérent avec nos engagements et la manière dont on est engagé avec nos équipes. Mais de l'autre côté, il faut avoir cette attention. Donc j'essaie de lire beaucoup, j'essaie de partager entre dirigeants. De m'ouvrir, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe, etc. Et puis quelques personnes avec qui discuter, porter sur la stratégie, regarder ce qui se fait dans les autres parties prenantes. Mais je pense que de temps en temps, il faudrait aussi avoir un peu de formation fondamentale. Parce que le monde bouge. L'IA, c'est aussi du fondamental, c'est aussi la manière de traiter les projets de manière différente, etc. Je n'ai pas cette réponse-là pour l'instant, mais c'est un sujet que je questionne pour moi et pour mon premier cercle. C'est-à-dire comment on s'assure qu'un collectif de direction, il soit ouvert, il soit au courant des tendances, il soit au courant de ce qui est en train de bouger, il comprenne, mais comment le monde évolue. Quels sont mais même, on parlait tout à l'heure de ce que l'on finance, ce qu'on finance pas, mais comment les enjeux géopolitiques ils peuvent influencer ça, comment on s'ouvre à ça, comment les tendances de société nous amènent à bouger par rapport aux attentes de nos clients, quelles sont les attentes des jeunes et des moins jeunes. Alors nous, on a la chance d'accompagner des observatoires, des choses comme ça qui nous permettent de poser des questions et de se nourrir de ces réponses-là. Mais cette attention à notre environnement, elle est fondamentale. Et puis, je pense quelques briques. Alors le groupe nous permet d'avoir quelques éléments qui sont intéressants de nous ouvrir et de réfléchir, mais dans tous les cas, il ne faut pas s'arrêter d'apprendre. Dans le spectre des décisions que l'on doit prendre, je pense qu'il y a des décisions plus faciles que d'autres. Quelles sont les décisions qui sont les plus difficiles à prendre pour toi, et comment est-ce que tu, changes ta manière de décider ? Les 2 décisions pour moi les plus difficiles que j'ai à prendre, c'est les décisions humaines. Parce que quand on travaille avec quelqu'un, parce qu'il y a de l'affect, parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a des choses à prendre, parce que les décisions que l'on va prendre, elles auront un impact sur la personne, sur sa vie, etc. Et donc, elles sont. Cette relation avec la humaine, elle nécessite encore plus d'attention que sur d'autres décisions. Et la manière dont elles sont comprises, dont elles sont expliquées, dont moi je les ai moi-même maturées, éventuellement partagées avant de les prendre. C'est toujours quelque chose auquel je suis attentif. Et les deuxièmes, c'est ce que j'appelle les décisions stratégiques. Une décision stratégique, pour moi, c'est une décision sur laquelle, une fois qu'on l'a prise, on ne peut pas revenir, on l'a faite. Et j'ai besoin d'un temps de maturation et de partage, parce que j'engage le collectif. Et sur le long terme. Et sur le long terme. Et tu te dis, tiens, mon intuition, mes analyses, les conseils que j'ai pu prendre, les études que j'ai, elles me disent d'aller là, et puis à un moment, c'est toi qui appuies sur le bouton. C'est ta responsabilité de dire on y va pas. Tu auras un environnement qui t'en dit plutôt de le faire. Tu auras quelques personnes qui t'ont dit vous êtes vraiment sûr. Et à un moment, tu dis, il y a un matin ou un moment où tu appuies sur le bouton, tu dis oui, j'y vais. Et ce moment-là, c'est le vrai moment de la décision. C'est une parfaite manière de conclure cet échange. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite le meilleur dans tes fonctions et un bon développement pour ton entreprise. Et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Encore merci. Merci beaucoup. Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage. BDO.